Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Au sommaire de ce mois de juin, on vous parlera des taux d'intérêt qui sont de nouveau orientés à la baisse. Alors que faire quand on est un épargnant? Réponse dans quelques instants. Ensuite, on parlera immobilier et on se demandera si les prix au mètre carré ne sont pas devenus beaucoup trop chers. Et puis attention, si vous louez un logement meublé, il est possible que sans le savoir, vous soyez considéré comme un professionnel, ce qui n'est pas sans conséquence, vous verrez. Enfin, avant de se quitter, on parlera d'investissement programmé en bourse, une stratégie qui permet d'éviter les à-coups et les montagnes russes des marchés financiers. Allez, c'est parti. Les taux d'intérêt atteignent de nouveaux planchers, la dette française qui se finance quasiment à coût nul. Bonjour Nadine. Bonjour David. Qui l'eût cru qu'on verrait ça? Non mais c'est vrai que quand on a tous commencé il y a un petit moment sur les marchés financiers, on a connu les taux d'intérêt à 10 ans, l'État français s'endettait quoi à 10-15%? Exactement, c'était il y a moins de 20 ans ou à peu près 20 ans où effectivement les taux étaient autour de 10% avec une inflation quand même qui était relativement beaucoup plus haute qu'elle ne l'est actuellement. On avait des taux d'intérêt une inflation autour de 6-7%, ouais. Des taux d'intérêt à 10%, et puis voilà, on revoit zéro. Hein, voilà. C'est relativement incroyable. Et si on voit la courbe, bon, d'ailleurs on va la mettre, on va voir la courbe, donc une fois de l'endettement, le taux à 10 ans français, le coût auquel l'État français s'endette, on voit la courbe, elle est très claire, elle ne fait que baisser. On est quasiment à zéro aujourd'hui. Et ce nouveau mouvement de baisse des taux, auquel on assiste depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, ce n'était pas le scénario qu'on nous avait vendu. C'était pas ça qui devait se passer. On devait avoir des banques centrales qui relevaient leur taux d'intérêt, la croissance qui revient, l'inflation qui repart, et c'est pas ça auquel on assiste. Exactement. Depuis globalement 2 ans, en 2016, on avait touché environ presque les mêmes montants, pas tout à fait, on était un peu plus haut, 0,25, 0,30. Et en fait, on rentrait dans un scénario dans lequel on pensait que les banquiers centraux allaient progressivement retirer de la liquidité et donc que les taux allaient se renormaliser, revenir sur des niveaux, on va dire, de 1, 1,5, voire 2%. Et depuis quelques semaines, on voit exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on voit de nouveau les épargnants qui repartent sur ces actifs-là, qui rachètent des obligations, et ça fait de nouveau baisser les taux. Ouais, et on voit bien qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, à court terme, sur fond de guerre commerciale, il n'y a pas de raison à court terme que ces taux d'intérêt, encore une fois, les taux des banques centrales, c'est les taux d'intérêt de court terme, comme on dit, mais qui influent sur les taux d'intérêt de long terme, que ça remonte, c'est plus le sens maintenant à court mais exactement, mais il y a un peu cette notion de flight to quality, hein, quand on a peur des actifs dits risqués, c'est-à-dire des actions. On les vend. Et on va se positionner sur les actifs, même s'ils n'ont aucun rendement, qui paraissent être les plus sûrs et les plus sécures, c'est-à-dire les obligations. Voilà, et des taux qui baissent, il faut dire les choses simplement, ça veut dire pour celles et ceux qui ont des obligations dans leur portefeuille, obligations, on sait que c'est un placement qui est beaucoup plus rassurant, qui est plus sécurisant, mais c'est-à-dire qu'en termes de coupons, d'intérêt, ça ne rapporte plus rien. Ah non, ça ne rapporte plus rien du tout. Alors, on n'a pas le phénomène des taux, là actuellement on rentre en taux négatif, on n'a pas le phénomène des coupons négatifs, donc les coupons sont toujours autour de zéro, légèrement positifs, mais vous allez acheter le prix de l'obligation plus cher que ce que vous allez être remboursé à l'échéance. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à faire le mécanisme des taux négatifs, parce qu'en France, ils ne sont pas négatifs sur le 10 ans, mais n'oublions pas qu'ils sont négatifs sur pratiquement toutes les échéances inférieures à 8 ans. Ouais, et c'est là c'est intéressant, parce que là on voit un graphe qui explique bien les choses, encore une fois, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur d'une obligation monte, et on se dit que quelque part c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en ont, puisque c'est ce à quoi on assiste. Des taux d'intérêt qui baissent, et derrière, pour ceux qui ont des obligations en portefeuille, elles voient leur valeur progresser. Exactement. Quand les taux baissent, quelque part, la progression de votre portefeuille est significative. Par contre, vous allez détenir des actifs qui, lorsque les taux vont remonter, vont se déprécier automatiquement. Ouais, c'est pas ce qu'on dit là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on attend à court terme. De l'autre côté, on ne peut plus attendre beaucoup de plus-value à c'est sûr, ça. Ouais. Voilà, sur des taux autour de 0,10 sur du 10 ans français, il n'y a plus grand-chose, je dirais, le potentiel est derrière nous. Ouais. Donc, quelque part, ça devient des actifs qui sont beaucoup plus risqués que ça ne l'était auparavant. Ouais. Pardon pour ce topo, mais il fallait faire ce topo pour expliquer encore une fois pourquoi est-ce que ce n'est pas un scénario attendu par les marchés, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de nouveau, ça rebaisse. Après, on se dit, quel impact, de manière très concrète pour les épargnants, quel impact pour les produits obligataires? Si on a des obligations sans le savoir parfois, enfin, dans un fonds en euros, dans un fonds obligataire, ça n'a pas le même impact. Non, ça n'a pas le même impact parce que le fonds obligataire, vous avez une valorisation quotidienne. Donc, quelque part, vous avez déjà intégré toutes les plus-values amenées par la progression de cette obligation-là. Dans le cadre d'un fonds en euros, l'assureur, d'accord, gère ce panier d'obligations. Bien sûr que son stock moyen s'est dévalorisé, c'est-à-dire que son prix moyen est relativement beaucoup plus bas qu'il ne l'était il y a quelques années. Mais il ne vous donne pas la valorisation quotidienne, c'est-à-dire que si les taux remontent d'un point ou d'un point et demi, ça ne se sentira pas au niveau de l'épargnant. Et vous pourrez même avoir la capacité d'avoir un rendement du fonds en euros qui sera meilleur. Donc sur le fonds en euros, on est relativement immunisé
On est immunisé tant que, on va dire, les taux ne montent pas au-delà de 2 points, 2,50 ce qui n'est absolument pas le scénario actuellement. Par contre, quand vous détenez une obligation aujourd'hui, cette obligation va se déprécier. Dans le cadre d'une SICAV obligataire. D'une SICAV obligataire, par exemple. Vous avez été valorisé au cours J, donc s'il y a une remontée des taux, vous allez être impacté négativement. Et voilà. Donc on se dit quand même, au global, ces taux d'intérêt qui sont toujours plus bas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les épargnants. C'est-à-dire que les coupons, les rendements obligataires, les taux d'intérêt plus bas, c'est-à-dire que ça rapporte moins. Et quand on veut chercher un peu plus de rendement, il faut prendre plus de risques et donc aller vers les actions. Exactement. Ce qui peut être une bonne affaire à long terme, mais je veux dire, ça veut dire prendre plus de risques. Ça veut dire prendre plus de risques, effectivement. Alors, les actions ont un rendement, le rendement donné par ce qu'on appelle le dividend yield. Donc et qui n'est pas neutre, on est sur le CAC 40, 2 à 3% par an. Exactement. Donc, on a une différence entre les obligations et les actions qui sont très en faveur des actions. Après, mais il faut accepter, il y a le risque en capital. Voilà, il faut accepter la volatilité, le risque en capital derrière. Voilà, les taux bas, c'est un peu quand même le calvaire pour les épargnants. C'est un nouveau paradigme, peut-être. Mais c'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. De l'autre côté, évidemment, c'est deux faces de la même pièce. Exactement. Allez, merci pour ces commentaires, Nadine. Merci beaucoup. Allez, on parle immobilier à présent et des prix qui au mètre carré à Paris flirtent avec les 10 000 € en moyenne. Et c'est vrai que tous ceux qui cherchent à se loger, notamment dans les grandes métropoles, se plaignent de prix qui sont exorbitants. Bonjour Grégory. Bonjour David. Bon, est-ce qu'on peut dire que sur le résidentiel, indiscutablement, c'est cher dans l'absolu, dans les grandes villes, c'est ça la réalité? Alors effectivement, on pourrait challenger le vieil adage, est-ce que les arbres montent jusqu'au ciel? La réalité, c'est que depuis 10 ans, la valeur de l'immobilier résidentiel parisien a progressé de plus de 150%. C'est QFD, non? Pour autant, il me semble que c'est toujours un bon point d'entrée pour se positionner sur l'immobilier. On va peut-être rentrer dans le détail. Quand on en a les moyens, c'est toujours pareil après. Mais après, juste un truc, on peut comparer ou pas le résidentiel au commerce? C'est-à-dire que est-ce que les prix au mètre carré dans les deux se suivent de manière à peu près identique? Alors, l'immobilier résidentiel et l'immobilier dit d'entreprise ne suivent pas du tout les mêmes logiques. Quand on regarde sur l'immobilier résidentiel, comme vous le disiez David, effectivement, les prix sont élevés. Pour autant, emprunter aujourd'hui à des taux proches de 1%, si demain on a de l'inflation, on aura quand même des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une situation relativement insolite. Il y a eu l'allongement des durées d'emprunt et quand on regarde, en moyenne, la part du revenu alloué au remboursement de l'emprunt de sa résidence principale est restée relativement stable sur longue période. Merci les taux bas pour le coup. Mais encore une fois, lequel est le plus augmenté? On peut dire l'immobilier résidentiel est plus cher aujourd'hui. Enfin, en tout cas, vous disiez 150% de hausse sur 15 ou 20 ans pour l'immobilier résidentiel. Si on compare sur l'immobilier professionnel au sens large, commerce, bureau, on a moins donc. Alors déjà sur l'immobilier résidentiel, depuis les 5 dernières années, la baisse commence à s'essouffler et sur les 50 plus grandes métropoles françaises, 35% voient leur prix baisser depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'on a des mécanismes d'ajustement sur l'immobilier résidentiel. Sur l'immobilier d'entreprise, la hausse est plus récente. Après la pause liée à la crise financière des années 2008, c'est les phénomènes de compression des taux à l'acquisition qui ont accompagné finalement ce mouvement insolite de la baisse de l'OAT sur 10 ans, qui ont fait qu'en plus des liquidités importantes à déployer sur la finance en général, l'immobilier d'entreprise a bien tiré son épingle du jeu et on a un phénomène de rattrapage sur les 10 dernières années. Et qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent, voilà, non mais sur le résidentiel, il y a une forme de bulle. On entend beaucoup d'experts dire, voilà, il y a une bulle sur l'immobilier résidentiel. Qu'est-ce qu'on répond? Ils se trompent. Il n'y a pas... On a un phénomène de spéculation comme dans les années 90 ou pas du tout? C'est déjà une question que l'on se pose régulièrement depuis les années 2007. L'immobilier résidentiel est-il trop cher? Et finalement, si vous aviez répondu par la positive, vous seriez passé à côté d'une croissance de près de 150%. À force de prévoir l'orage, il va arriver. Hein. Voilà. Moi, je ne le pense pas du tout. Déjà parce qu'il y a des marchés sur les grandes métropoles qui sont relativement sous-offreurs. Quand vous regardez la croissance de la population, c'était à peu près, il y a 50 ans, 45 millions d'habitants en France. Aujourd'hui, on est à 67 millions d'habitants. Et l'offre n'a pas suivi. Et l'offre n'a pas suivi, exactement. Et quand on regarde également les grands marchés de bureaux,
On est également dans un marché sous-offreur. La vacance de bureaux à Paris est inférieure à 1,5%, ce qui est en dessous de la vacance structurelle. Ouais. On emprunte également à taux fixe, donc on n'a pas ce phénomène de bulle qui pourrait venir de la part du crédit, ou plutôt on emprunte très majoritairement à taux fixe, situation de sous-offre et un contexte de taux qui fait que l'immobilier, actif tangible, est très sécurisant, à la fois pour les épargnants privés et pour les grandes institutions telles que les banques et les assurances. Ouais. Avec souvent des salaires par contre qui ont du mal à suivre aussi, avec la solvabilité, encore une fois, des acheteurs en immobilier, elle est quand même largement érodée, non? Même si les taux d'intérêt ont largement compensé. Alors avec l'évolution du Grand Paris, il sera très possiblement nécessaire pour les habitants d'aller se loger peut-être en dehors du centre-ville de Paris, parce qu'à chaque fois les références que l'on donne, ce sont vraiment toujours celles du quartier central, des affaires, pour le bureau comme pour le logement. Quand on voit le magnifique rayonnement de la ligne 14, du Grand Paris, de la ligne 15, on voit qu'il va y avoir des nouveaux marchés qui vont émerger où il sera possible pour les ménages d'habiter. Donc pour vous, cette hausse de prix, elle n'est pas, encore une fois, du prix au mètre carré, cette hausse n'est pas irrationnelle? Non, le marché est complètement sain, tant pour l'immobilier résidentiel que pour l'immobilier d'entreprise. Il n'y a aucun signe avant-coureur qui pourrait montrer que voilà, ça craquait quelque part ou Alors sur l'immobilier résidentiel, on peut avoir ponctuellement des zones de surchauffe, mais comme je vous le disais, quand un bien ne trouve pas preneur, il y a un ajustement par le prix. Et en matière d'immobilier d'entreprise, on est sur un marché extrêmement sain, avec de belles perspectives, le Grand Paris, le Brexit, avec le retour d'un certain nombre d'entreprises utilisatrices. Et surtout, il n'y a pas assez de mètres carrés de bureaux à Paris aujourd'hui à louer. Ouais. Donc, et avec en résumé, des hausses de prix qui ne sont pas, encore une fois, qui sont pas uniformes et des hausses de prix qui sont localisées dans les grandes métropoles, c'est ça, hein? Exactement. Voilà. Donc, en conclusion, c'est quoi? On se dit, c'est cher, mais il n'y a pas de bulle? Alors, c'est cher d'un point de vue absolu. C'est peut-être cher pour se loger. Si on le regarde du point de vue de l'investissement, il est peut-être possible de regarder ce marché au travers de la pierre papier, qui permet à la fois d'avoir un investissement avec des montants plus limités pour bénéficier du contexte de taux bas lorsque l'on emprunte, de dédier cette gestion à des professionnels qui va aller identifier les quartiers de demain et surtout avoir une diversification en dehors du résidentiel sur le bureau, la santé, le commerce. Allez, merci pour ces explications. Signé Grégory Frappet. Merci beaucoup. Salut. On vous parle à présent de ces pièges à éviter quand on loue son bien en meublé. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que la législation, la réglementation, la loi a évolué. Mais d'abord, louer en meublé, ça veut dire qu'on ne loue pas son appartement, quoi, en fait, déjà. Effectivement, la mise en location d'un bien meublé, c'est la mise à disposition par un propriétaire bailleur d'un bien suffisamment meublé pour qu'un locataire puisse s'y installer juste avec ses quelques vêtements. En fait. Ouais. Et en général, quand on le fait, où est le problème? On est frappé au revenu foncier, qu'on comprenne bien la différence entre loueur en meublé pro, non pro. Alors, la particularité de la location meublée, c'est que nous ne sommes pas assujettis au revenu foncier, comme dans le cadre de la location nue, mais que nous sommes assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux, et que dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, on a deux possibilités. On est soit soumis au statut de loueur meublé non professionnel, soit au statut de loueur meublé professionnel. Et par rapport au revenu foncier, c'est mieux d'être loué en meublé non pro ou pro par rapport, encore une fois Je dirais que ça ne répond pas au même objectif. La location meublée a plus vocation à constituer des revenus complémentaires peu fiscalisés, alors que les revenus fonciers sont plus dans une phase de constitution patrimoniale. Bon, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a un risque de mauvaise surprise, parce que depuis maintenant quelques mois, on peut finalement se retrouver dans un statut qu'on n'a peut-être pas choisi, celui de loueur meublé professionnel. Effectivement, dans le cadre de la location meublée professionnelle, pour avoir ce statut, il faut remplir 3 conditions. Où il fallait, on va voir. Le premier, c'est qu'il faut générer plus de 23 000 € de revenus issus de ces locations. Le deuxième, c'est que ces revenus doivent être supérieurs à 50% des revenus du foyer fiscal, revenus professionnels. Et il faut être inscrit en qualité de loueur meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés. Le troisième choix, là, la troisième case. Cette troisième case a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2018 et puis ça vient d'être pris dans la doctrine de l'administration fiscale dans le cadre du BOFIP tout récemment en 2019. Voilà, donc sans le savoir, si on remplit les 2 premiers critères, on peut se retrouver loueur en meublé professionnel. Quelles conséquences ça a concrètement? Alors, les conséquences sont différentes. Alors, ça peut être
je le rappelle, bénéfique, mais ça peut être aussi maléfique presque. Les conséquences sont les suivantes. On a la perte de déficit BIC non professionnel potentiel. Si j'avais des déficits qui étaient en stock et puis le fait de basculer de non professionnel vers professionnel, on peut les éponger sur les gains, sur d'autres gains. Effectivement, fait que j'ai la possibilité de perdre ces déficits. La deuxième, ce sont l'assujettissement aux plus-values. Lorsque je suis non professionnel, je suis aux plus-values des particuliers avec une exonération au bout de 30 ans. Ouais. Lorsque je suis professionnel, je ne suis pas assujetti au même traitement fiscal des plus-values et je peux me retrouver en cas de cession à payer des plus-values alors que dans le cadre des non-professionnels, j'aurais été exonéré. Et le troisième élément qui est extrêmement important, ce sont les charges sociales. Lorsque je suis professionnel, eh bien, je cotise en tant que commerçant, en BIC, je suis commerçant au régime social des indépendants. Le fait de basculer de non professionnel vers professionnel sans gérer mon statut, eh bien, je peux être assujetti de fait à des cotisations sociales professionnelles, ce à quoi je ne voulais pas être assujetti. Donc le conseil, c'est de se pencher finalement sur son cas de figure et de faire attention pour ne pas se retrouver dans une catégorie qui, pour le coup, a quand même des inconvénients. Il faut être extrêmement attentif, il faut vérifier, et puis il faut être aussi dans l'attente de la transposition peut-être légale de cette censure du Conseil constitutionnel et de la doctrine administrative. Allez, merci Alexandre pour ces explications. À bientôt. Bye. Allez, cette question à présent, comment rester serein face aux turbulences des marchés boursiers? Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Alors c'est vrai que les marchés financiers sont de nouveau volatiles, on l'a vu ces derniers temps, et c'est vrai que pour les épargnants, avoir des montagnes russes comme ça, ça peut être un peu déprimant, mais il y a moyen quand même, quand on est intelligent, de tirer profit de cette volatilité. Ah oui, alors c'est vrai que le moins 15% du dernier trimestre 2018, puis le plus 15% du début d'année, a pu déboussoler un peu l'épargnant. Cette volatilité d'ailleurs illustre la difficulté qu'il y a pour savoir à quel moment investir. Bon, on le voit bien sur le graphe, là on voit bien que si on est rentré en 2000 au plus haut ou en 2003 au plus bas et de nouveau au plus haut en 2007, c'est plus la même histoire. Absolument. Et on constate historiquement que les épargnants vont avoir tendance à se positionner sur les marchés actions après avoir constaté des fortes hausses et parfois à revendre en baisse, voire au plus bas, parce qu'ils capitulent d'une certaine manière, alors que bien sûr, il faudrait faire l'inverse, mais on sait que c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle l'épargne programmée, c'est un moyen pour ne pas investir à contre-courant. Voilà. Comme on ne sait jamais, c'est vrai, à quel moment il faut acheter. On veut tous acheter là, sur la partie basse du graphique et vendre au plus haut, mais comme on ne sait pas, voilà, il y a cette épargne programmée, le principe étant finalement de… Alors, le principe de l'épargne programmée, c'est l'investissement progressif. L'avantage, c'est que ainsi vous allez pouvoir lisser les effets des marchés financiers. Ça veut dire que lorsque les marchés sont haussiers, vous en bénéficiez puisque la valeur de vos actifs monte. Mais lorsque les marchés sont baissiers, c'est encore mieux d'une certaine manière puisque vous allez profiter de la baisse pour acheter moins cher. Proportionnellement, avec la même somme, vous allez acheter plus d'actions. Ce faisant, vous baissez votre prix de revient et lorsque les marchés remontent, il y a un effet de levier. Mais surtout, ça vous évite, l'épargne programmée, d'investir à un mauvais moment. Alors peut-être on peut, si on revoit la courbe, on peut, parce que la volatilité, on voyait qu'entre l'investissement en 2000, vous l'évoquiez au plus haut, et un investissement qu'on ait fait en 2001, en 2002, en 2003, on voit bien, c'est intéressant, qu'on achète moins cher. Ainsi, on lisse le prix de revient. Une autre remarque peut-être, David, à faire par rapport à ce graphique, on voit bien que là, nous sommes en 2019. Alors déjà, peut-être, je peux ajouter que le CAC 40 tel qu'il est présenté ici, c'est hors dividende réinvesti. Exactement. Néanmoins, aujourd'hui, on est en 2019. On prend l'exemple d'un épargnant qui aurait investi, alors, soit il y a 10 ans, soit il y a 11 ans. On peut se dire c'est à peu près la même période, 10-11 ans, une période assez longue. Sauf que l'épargnant qui investit… Il se prend là, toute la baisse là, du milieu là, on la voit. Et entre un investissement début 2008… Crise de 2008 d'ailleurs. Absolument. Et un investissement début 2009, aujourd'hui, on a un écart de performance qui est de 80%. Donc on voit bien que selon le moment où on investit, au moment où on sort, la performance sera complètement différente. D'où l'intérêt de l'épargne programmée qui évite cette problématique de quand je rentre, quand je sors. Ouais. Épargne programmée donc, mais après il y a cette question qui revient souvent, objection de la part des épargnants qui disent mais moi si j'étais rentré en 2000 au plus haut du CAC 40 à 7000 points, bah aujourd'hui je perdrais 20%. Il faut nuancer ça. Alors, il faut nuancer parce que je le disais tout à l'heure, le CAC c'est hors dividende réinvesti. Et là on a un deuxième graphique qui va sortir. Absolument. Et là, ce deuxième graphique, si c'est un graphique qui présente
le CAC, voilà, dividende réinvesti, Exactement. on voit qu'on est plus haut. Et ça, c'est vrai que… C'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, on a vu qu'en 2000, on était plus haut qu'aujourd'hui, hors dividende réinvesti. Ouais. Si on prend en compte les dividendes tous les ans, c'est 2 à 3% c'est de vrai, rendement. c'est 3%, donc on voit qu'on est plus haut. On est plus haut. Ouais, contrairement aux idées reçues. Il n'empêche Celui qui serait que… rentré en 2000 et qui aurait capté tous les ans les dividendes serait gagnant aujourd'hui. Alors, il pourrait être gagnant, sauf que on voit que la volatilité reste très importante et que selon les points d'entrée, on peut bénéficier de l'épargne programmée, bénéficier des points bas. C'est ce que montre aussi ce graphique. Ouais. Et pourquoi est-ce que dans ces cas-là, les Français, les épargnants n'ont pas ce réflexe de l'épargne programmée plutôt que de se dire « Attends, il faut que je trouve le bon moment pour entrer ou sortir. Bah, tiens, voilà, je mets tous les trimestres, tous les mois. » C'est très dur. Alors je crois qu'il Faut-il en avoir les moyens ça aussi. Alors, il faut avoir les moyens d'investir chaque mois, même si on sait qu'on peut le faire pour des sommes minimes, à partir de quelques dizaines d'euros. Mais pour répondre à votre question sur pourquoi ils n'ont pas ce réflexe-là, je dirais probablement l'appréhension des marchés financiers. Hein. C'est les montagnes russes dont vous parliez tout à l'heure, David. Et puis après, je crois qu'il y a aussi la méconnaissance de l'intérêt de cette formule sur cette classe d'actifs volatiles par nature, parce que le principe de l'épargne programmée, les Français le connaissent, puisque si je prends l'exemple du plan d'épargne logement, c'est de l'épargne régulière. Ça a longtemps été le placement star des Français. Hein. C'est aujourd'hui 15 millions de plans d'épargne logement, c'est 270 milliards d'encours. On a tous à un moment eu un plan d'épargne logement pour soi ou pour ses enfants. C'est de l'épargne programmée, mais curieusement, beaucoup moins nombreux sont les épargnants qui ont fait l'épargne programmée sur les actions, alors qu'on a vu que ça avait du sens. Ouais, notamment dans le cadre du PEA, dans le cadre de l'assurance vie. Absolument. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que… Alors oui, un autre avantage peut-être, David, que je peux ajouter, c'est la souplesse et la simplicité de cette solution. D'ailleurs, à l'inverse du plan d'épargne logement, qui a un mode de fonctionnement assez rigide. Parce que là, s'agissant d'une épargne programmée en action, vous pouvez définir le montant, 50 euros, 100 euros, 200 euros, la fréquence, est-ce que j'épargne chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre? Alors, la date, plutôt en début de mois, et puis les supports. Et puis tout ça, vous pouvez arrêter, modifier, reprendre. Et puis après, vous avez raison, s'agissant d'une stratégie d'épargne à long terme… Ça a du sens de le faire, encore une fois, sur un actif qui est volatile, justement. Absolument. Et d'utiliser les enveloppes que vous évoquiez, des enveloppes long terme, plan d'épargne en action, assurance vie, qui bénéficient d'une fiscalité allégée. Voilà, investir au fil de l'eau pour être un épargnant moins stressé. C'est un peu ça l'idée. Absolument. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, plutôt que la volatilité soit anxiogène, au contraire, ça devient un atout pour aller chercher de la performance à long terme. Et je pourrais ajouter que mon conseil serait de démarrer cette épargne réglementée le plus tôt possible dès l'entrée dans la vie active, y compris sur des sommes minimes. Et je vais même plus loin, pour le cas d'un investissement en une fois, pourquoi pas ne pas compléter cet investissement avec de l'épargne programmée ensuite. Quand la volatilité devient ton ami. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Merci Manuel. Merci David.